listen. Mesdames, Messieurs, c'est toujours moi pour ce, je crois, dernier débat. Frédéric Denry, journaliste magazine Marianne, en particulier pour les questions d'environnement. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait là? On n'est pas sur des questions d'environnement, allez savoir. En tout cas, voilà, c'est mon 10e débat. J'ai fait beaucoup d'environnement, beaucoup de digital, beaucoup de robotique, les douanes tout à l'heure. Et on revient sur un sujet, quasi purement digital, de la facture à la route, réussir la convergence numérique du transport européen, avec Olga Alexandrova, directrice déléguée du pôle terrestre de Union TLF, Pierre Battini, directeur des activités TMS chez Acanea, et juste à ma droite, sur mon manche debout, François Teinturier, conseiller fret auprès du directeur général de la DGITM. Alors, vous n'êtes pas à Bercy, la DGITM, c'est, corrigez-moi si je me trompe, c'est bien le ministère de l'écologie. Des transports, pardon, mais on s'y perd, ça change à chaque mandature. Merci d'être là, François Teinturier. On a l'impression qu'il y a une grande convergence pour tout, pour les douanes en France, pour la facturation électronique. Et là, la convergence de tous les documents du milieu du transport et de la logistique. Pourquoi fallait-il faire cette convergence? C'est un peu comme ce qu'on vient de voir dans le débat précédent, parce qu'il y avait trop de systèmes différents, il y avait trop d'interprétations différentes. Là, tout le monde, je fais caricatural, tout le monde aura le même logiciel dans le monde du transport et de la logistique. C'est quoi l'origine de cette convergence? Alors, pour revenir, en fait, le constat qu'on peut faire sur le secteur de la logistique, c'est qu'on a un secteur qui est très fragmenté et qui est globalement aussi très peu digitalisé, avec des situations extrêmement contrastées, beaucoup de petits acteurs. Et donc, la question, c'est comment en fait arriver à faire en sorte que justement, dans ce secteur, ce secteur puisse bénéficier de ce qu'on peut attendre de la digitalisation. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup d'outils, effectivement, et il y en aura toujours beaucoup. La question, c'est comment on fait en sorte que tous ces outils puissent fonctionner entre eux. Et ce qu'on a vu, c'est ce qui nous manquait, c'est l'existence d'un langage commun et d'un cadre, un dispositif qui permet en fait d'échanger entre tous ces acteurs. C'est le premier élément. Deuxième élément, il faut aussi qu'on ait des conditions pour que les plus petits acteurs puissent bénéficier en fait de cet écosystème, ce dispositif. Donc, il faut que par nature, par conception, on ait un cadre qui puisse être nativement inclusif pour ces acteurs. L'autre élément qui est un peu structurant aussi pour nous, c'est que justement, on puisse avoir quelque chose de souverain où chacun des acteurs puisse choisir ses solutions. Et il pourra les choisir parce que en fait, ces solutions-là seront compatibles avec les solutions des acteurs avec lesquels ils travaillent. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que au cours des 2 ou 3 dernières années, on a un nombre de textes européens qui posent des cadres et des évolutions technologiques, notamment, on y reviendra peut-être sur le portefeuille numérique européen, qui vont permettre de rendre ça possible, c'est-à-dire à la fois avoir une diversité d'outils, mais une compatibilité, l'interopérabilité. C'est en fait les lignes directrices que vous allez voir, on va publier aujourd'hui ou demain, suite à l'accord qui a été trouvé sur les orientations en matière de digitalisation de la logistique en France. Donc ça, c'est bien une réglementation européenne, c'est la réglementation IFTI, c'est ça, ou je me trompe? Alors, la réglementation IFTI, c'est un cadre particulier qui s'applique justement pour ce qui concerne les documents de transport, lettres de voiture, et qui va obliger en fait les États membres à s'organiser pour pouvoir contrôler les documents numériques. Parce qu'en fait, on peut digitaliser, mais si à chaque fois que vous rencontrez un contrôleur, on dit non, mais moi, ça, je ne comprends pas, je ne sais pas trop lire ça et je n'ai pas envie de le lire, et ben, en fait, vous êtes obligé de me présenter un papier. Ça va constituer un frein énorme à la digitalisation. Donc, ce qui a été décidé au niveau européen, c'est que les États membres devaient être en capacité, à partir du mois de juillet 2027, ça arrive vite maintenant, d'être en capacité de pouvoir contrôler tous ces documents numériques. Donc, ça suppose qu'il y a un cadre commun au niveau européen et qui fonctionnera pas seulement sur le transport routier, mais qui pourra servir pour l'ensemble des modes. Et donc, c'est bien un alignement. Donc, pour que ça marche, il faut que vous ayez des outils pour produire des documents numériques parce que c'est votre intérêt, c'est plus efficace, mais il faut qu'aussi les forces de l'ordre, tous les acteurs qui vont intervenir, puissent les contrôler pour quand vous puissiez tirer pleinement bénéfice de cette digitalisation. C'est un peu comme pour la facturation électronique en France qui se met en place, c'est quel que soit le logiciel, quelle que soit la plateforme, tout sera reconnu, tout sera transparent et vous n'aurez à vous occuper finalement de pas grand-chose.
Alors, on n'est pas vraiment là. Ce qu'on est en train de voir, c'est comment C'est un faire. peu la même logique, la même Oui, philosophie. bah, l'idée, c'est qu'en fait, on soit capable de synchroniser les processus logistiques de bout en bout. Et qu'en fait, pour ça, il faut en fait qu'on commence par les fondations. Et ce qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent, c'est-à-dire d'avoir un langage commun. Donc il y a des secteurs qui nous servent de boussole. Hein, il y a Quand vous des... dites langage commun, pardonnez-moi de vous couper, c'est un langage informatique commun. Alors c'est une façon de décrire les activités qui soit la même pour tous. Alors on a un exemple, hein, c'est ce qui a été fait par IATA dans le secteur aérien. Donc ils ont un langage qui s'appelle One Record qui a été développé il y a quelques années. Mais à un moment donné, il y a les acteurs qui ont dit oui, c'est intéressant, mais ça ne sera utile que si on le met en œuvre vraiment. Donc ils ont décidé de le mettre en œuvre et aujourd'hui, toutes les activités commerciales entre les compagnies aériennes fonctionnent en numérique grâce à ce langage. Simplement, en fait, quand vous avez des relations entre les compagnies aériennes et les aéroports, ben, ils n'ont pas l'équivalent sur leur activité. Donc on revient sur les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. La question qu'on s'est cherché à résoudre, c'est de dire ben, ce qui marche sur un secteur tel que le secteur aérien, pourquoi ne pas l'étendre sur l'ensemble en fait, des activités logistiques? Quand je dis l'ensemble des activités logistiques, ça va refaire le lien avec la conférence précédente, ce n'est pas uniquement les relations entre les acteurs privés. C'est-à-dire faire en sorte que si je décris une activité, donc, par exemple une activité douanière, je sois capable à partir de là de pouvoir échanger de façon fluide avec les douanes, mais ça peut être aussi avec les contrôleurs, comme j'indiquais, les contrôleurs terrestres, pour le transport routier, ou ça peut être aussi les contrôleurs de matières dangereuses, parce que tout le monde, en fait, s'appuie sur une façon de décrire les activités homogènes. Et c'est une fois qu'on a ce cadre-là, et ce cadre-là, on peut considérer qu'on a déjà une bonne base, puisqu'elle a déjà été construite pour le secteur aérien, ça a été étendu, donc, et on a une référence sur laquelle le ministère des Armées, donc on a sollicité, il dit oui, c'est compatible avec les standards qu'on utilise, les standards industriels ou les standards de l'OTAN. On a besoin de ça et on va le déployer dans le cadre de notre nouvelle version de système d'information logistique interarmes. Donc c'est un vaste chantier, parce qu'en fait, mais il faut bien voir que c'est quelque chose qui est en dessous des outils métiers. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de TMS, on a toujours besoin de WMS, simplement, l'idée c'est qu'on puisse les utiliser avec une ontologie, un langage commun qui va permettre de les rendre aussi compatibles plus facilement entre eux. Et donc voilà, c'est ça la révolution qui est devant nous. J'insiste sur un point, c'est que pour que ça marche, il faut que ça puisse aussi fonctionner pour les tout petits acteurs, donc avec des solutions qui seront en fait développées avec ce qu'on appelle un kit d'interopérabilité, c'est-à-dire des briques qui vont permettre pour les éditeurs de logiciels de pouvoir développer des solutions qui seront nativement compatibles, qui vont s'intégrer dans ce réseau des acteurs qui utilisent ce langage. Le règlement IFTI, rappelez-moi, il est apparu quand? Ou il a été pensé quand au départ? Alors c'est un long, c'est un long chemin, mais je crois que ça doit dater des années 2020, avec des mises en œuvre qui ont été décalées. Mais là, voilà, maintenant, l'échéance qui est devant nous, c'est juillet 2027. Il faut savoir qu'il y a plusieurs il y a plusieurs projets européens. Et donc la France est dans le premier lot. Et donc la France est maintenant pratiquement prête, hein, donc dans les tout premiers, donc pour pouvoir déployer en fait ça pour ses propres forces de l'ordre. Donc et on compte sur maintenant tous les acteurs pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. En fait. Alors je vous pose la question parce que j'ai lu une info, vous me la corrigerez à vous trois si je me trompe. À l'origine du règlement IFTI, il y a l'observation faite que sur l'échelle de l'Union européenne, à l'époque, donc en 2020, vous me dites, moins de 1% des opérations de transport de marchandises dans l'Union européenne étaient entièrement digitalisées. C'est rien du tout, Madame Alexandrova, vous confirmez. Et sur un débat précédent, oui, beaucoup m'ont dit, ben non, en fait, on est beaucoup sur des lettres de voiture encore en papier, on est encore beaucoup en papier, en signature manuelle, malgré tous les logiciels qui existent. Comment ça se fait? Vous qui représentez l'ensemble des deux professions de la logistique et du transport. Si on continue sur le papier, c'est que ça arrange tout le monde. C'est quelque chose que les parties prenantes connaissent depuis que le transport existe et la lettre de voiture existe. Donc c'est l'outil de travail. Bien que, surtout avec le Covid, il y a aujourd'hui l'utilisation digitale sur les flux B2C, c'est-à-dire la livraison dernier kilomètre pour les particuliers. Lorsque vous recevez votre colis Amazon ou Fnac ou que sais-je, vous ne signez plus, même pas sur un petit écran. Donc
En revanche, sur les flux B2B vers les professionnels, le papier existe. Et même, il y a non seulement la lettre de voiture, mais il y a le bon de livraison. Par exemple, pour les GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces, le bon de livraison, c'est le listing qui détaille le contenu de chaque colis ou de chaque palette. Et ça peut aller jusqu'à quelques dizaines de feuilles de papier en plus. Et les GMS les utilisent toujours? Oui, qui exigent au moment de la livraison. Lorsque le camion arrive pour livrer la commande constituée de plusieurs palettes, le conducteur doit présenter et la lettre de voiture ou CMR pour les flux internationaux et en plus le bon de livraison, alors que même la plateforme possède ça puisque son propre client lui a envoyé, tous les documents par mail. C'est une manière amicale d'exercer une petite pression, d'augmenter les délais de paiement, de renvoyer un camion. Oui, c'est ça? Sinon, Alors, j'ai pas compris. c'est une manière pour les GMS d'exercer une amicale pression pour ralentir les paiements, pour... Non, c'est vraiment pour faciliter J'ai les l'esprit mal tourné. opérations de contrôle sur le quai, c'est-à-dire la personne qui contrôle ensuite le contenu de la marchandise. C'est plus facile pour elle au moment où il y a le déchargement des palettes, c'est d'avoir toute cette bibliothèque entre les mains et ensuite procéder et pour faire aussi l'économie d'impression. Oui. Bon, puis tant qu'il y a les papiers à trier, pendant ce temps-là, on peut dire on ne valide pas un paiement. Voilà, je reviens à ce que je vous disais. Mine de rien, ça a l'air d'être présenté comme ça, une barrière culturelle. C'est-à-dire, on est habitué au papier, pourquoi s'emmerder avec la convergence numérique? Il y aura une résistance de ce côté-là, vous pensez? Il y a toujours, quand il y a une nouveauté, il y a toujours une appréhension. Et il y a toujours l'idée d'oublier ou de passer, ou de changer, de renoncer à la routine et de créer de nouveaux usages. Et l'être humain est résistant à la nouveauté, quelle que soit la nouveauté. Donc, avec tout, on a pu observer, par exemple, dans les bureaux, avec le Flex Office. Bon, il y avait des bureaux, des cloisons. Après, les cloisons sont tombées dans certaines entreprises. Les Flex Office, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de bureaux attitrés. Et donc, évidemment, les salariés ont dû s'habituer. Pour certains, c'était bien. Pour d'autres, il n'y a pas. Mais voilà, il y a un changement et il y a des nouvelles habitudes. C'est pareil pour le papier. Et je constate, parce que j'ai un nouveau collaborateur depuis le début de l'année, c'est son premier poste après les études, donc il est tout jeune, il a 0 papier. Sur mon bureau, en revanche, il y en a encore. C'est le bordel. Non, je ne vous dirai pas ça. Mais il y a toujours, au moment où je travaille sur des gros dossiers, j'imprime, j'avoue. Moi, c'est pareil. Si vous savez ce que j'imprime comme papier. François Taturier, vous souhaitiez réagir? Je vous ai vu saisir votre micro. Non mais, ce sujet-là, on va le retrouver en fait à plusieurs niveaux. Parce qu'en fait, on va le trouver au niveau individuel, mais on le constate, par exemple, même on discute justement avec le ministère des Armées ou avec les chimistes. On dit, mais alors, oui, on peut digitaliser, mais si jamais on a une cyberattaque ou on n'a pas de réseau, donc c'est bien d'avoir. Enfin, on parle de résilience. On dit, il faut quand même bien avoir en appui. Donc c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, on est d'accord pour le numérique, mais quand même, on a quand même la route de secours pas loin. Donc la question c'est, oui, pourquoi on aurait besoin, dans quelles conditions? Et donc en fait, il y a un cheminement. En fait, effectivement, il y a bien un enjeu, donc il faut bien qu'on l'identifie et qu'on le traite. Et ensuite qu'on trouve des réponses. Et effectivement, peut-être que dans certains cas, on aura quand même besoin de papier. Alors en revanche, on aura peut-être quand même besoin toujours de savoir faire les productions papier, parce que c'est quand même le savoir-faire métier en fait, qui est sous-jacent, qui lui, qu'on ne doit pas perdre. Donc voilà, c'est une autre dimension, mais ça fait partie des éléments de la complexité, de conduite du changement, mais ouais, qui est une dimension plus collective. Monsieur Battini, vous êtes éditeur de logiciels, WMS, TMS, etc. C'est tout bonheur pour vous, cette convergence, ou non?
Alors c'est surtout tout bonheur pour nos clients, parce que quand Oui, mais nos le bonheur du client ne réussissent, fait pas forcément le bonheur de chez vous. forcément, nous, on Mettez y bien le micro contribue. sur le menton. On y contribue. Non, pour revenir quand même sur le sujet précédent, le papier, il faut voir qu'il résulte aussi de toutes les opérations numériques avant. Et forcément, quand on arrive dans des salles d'exploitation et qu'on voit encore les plannings qui sont des plannings papier, les commandes qui sont prises au papier, bah forcément, en bout de chaîne, on retrouve les papiers et on retrouve les bons de livraison et les récépissés émargés. Et donc, tout l'enjeu, pour nous, va être de convaincre les exploitants, les chefs d'entreprise, de passer à une numérisation globale de leur entreprise pour pouvoir derrière pouvoir planifier les transports, sortir, les transférer directement sur les smartphones des chauffeurs et pouvoir numériser l'ensemble des opérations. Et C'est quoi qui marche comme argument? Si vous allez gagner du temps? Alors, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en productivité, vous allez gagner beaucoup de trésor, parce que forcément, quand vous avez un camion qui part qui revient, qui part toute la semaine, qui revient à la fin de la semaine avec l'ensemble des documents, il y a des risques de perte et vous perdez déjà une semaine de facturation. Alors avec l'e-facturation, quand vous divisez les temps par 2, vous avez encore gagné en productivité. Donc là, il y a vraiment des gros gains de trésor. Et ensuite, nous en tant qu'éditeurs, notre rôle, c'est vraiment d'être le plus pédagogue possible et d'expliquer à des personnes qui sont dans des salles d'exploit pour qui c'est leur plus-value. On a des exploitants qui sont là, qui travaillent depuis des années comme ça et qui travaillent bien, qui sont des gens de valeur pour les entreprises, de leur expliquer qu'on ne va pas les remplacer, mais qui vont travailler autrement et qu'on va les aider à travailler avec des outils informatiques. Et donc nous, notre rôle, c'est d'arriver avec des choses qui sont très simples, qu'on va pouvoir mettre en place assez rapidement et surtout qui vont être très ludiques pour l'utilisateur. Mais c'est vraiment la clé. Mais qui nécessite, quand on passe du tout papier à la convergence numérique, Madame Alexandrova, de s'équiper en terminaux, de former les chauffeurs, les opérateurs. Oui, c'est notre culture. Et ça a des frais. Ça engendre des frais, notamment pour les petites entreprises. Ce sont des frais pour tout le monde. Hein. Mais il faut quand même aussi pas oublier que la lettre de voiture, c'est un contrat de transport. Chaque lettre de voiture, c'est un mini-contrat. Et qui dit contrat, dit signature. Qui dit signature, dit les engagements et la responsabilité. La signature du destinataire dédouane le transporteur de sa responsabilité. Et donc, c'est vrai, imaginez le contrat à 100% digital avec une signature digitale, c'est déjà une autre étape. Et il faut avoir aussi, l'acceptation des utilisateurs, de passer, de faire l'économie de la signature avec un stylo et passer à quelque chose de complètement dématérialisé. Ce n'est pas encore entré dans les mœurs, mais c'est en cours. Après, côté économique, évidemment, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, la lettre de voiture, l'impasse au déploiement de ce dispositif qui existe depuis plusieurs années. Il y a des transporteurs qui me demandent sans arrêt c'est pour quand le ICMR, ça existe déjà. Je dis, oui, ça existe. Mais il y a des freins. Et les freins, ce sont des interfaces, parce qu'il manque le standard. Aujourd'hui, quand vous passez en caisse, vous faites vos courses, vous voyez, il y a le code à barre. C'est tellement utilisé aujourd'hui quand vous rendez votre valise pour partir à Madrid, on colle aussi une petite étiquette, c'est le code à barre. Et ça fonctionne partout avec le QR code parce qu'il a le standard qui a été travaillé et partagé partout dans le monde. Monsieur Tenturier, DGT, mais d'autres initiatives, notamment le GS1, travaillent également sur le standard pour que ça soit interopérable et partagé par l'ensemble des éditeurs. Tandis qu'aujourd'hui, si je travaille avec moi, transporteur, je travaille avec un éditeur, ok, mais ça veut dire que toute la chaîne logistique, avec l'ensemble de mes destinataires et l'ensemble de mes clients, partage le même éditeur. Sinon, je crée des interfaces et je paye à chaque interface. Monsieur Battini. Oui, alors,
effectivement aujourd'hui quand même plus simple, mais ce n'est pas complètement le cas. Nous, par exemple, on est partenaire de la société B2P avec qui on travaille et qui est, pardon, excusez-moi, ouais. On travaille avec B2P sur la partie GenMove sur la mobilité. On est 100% interfacé et que le client utilise notre mobilité, c'est-à-dire la partie chauffeur ou la partie GenMove, c'est exactement la même chose. Mais effectivement, c'est à chaque fois des interfaces supplémentaires que l'on doit travailler et ça veut dire que l'éditeur doit voir un intérêt. Alors nous, on a sorti un format standard et, pour l'ensemble des sociétés, mais c'est à elles de se régler. Il n'y a pas de format global comme on pourrait connaître, mais on a connu ça quand même dans la profession. C'est organisé de cette façon-là quand on avait la partie EDI, donc ce sont les formats antérieurs, notamment les messagers, se sont organisés au niveau du GTF pour créer une norme qui est l'INOVERT et qui est aujourd'hui la norme reconnue. Et donc, il n'y a plus de questions. Quand on fait de l'EDI standard... Reconnu en France ou ailleurs? Oui, en France surtout. C'est surtout en France. Mais aujourd'hui, les messagers travaillent avec une seule norme. Et je pense que c'est tout à fait jouable de recréer ça. Alors, aujourd'hui, on a des nouveaux formats qui nous permettent de s'interfacer en temps réel via des web services. Donc, c'est surtout des API. Mais on serait tout à fait en capacité de créer des API standards pour pouvoir s'interfacer. Mais ça voudra quoi? Ça voudra dire... ça veut déjà dire, pardon, quoi pour vous? C'est du partage de code avec des concurrents? Alors non, c'est de la mise à disposition de données, de champs, mais complètement contrôlée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la sécurité est extrêmement importante dans nos produits. Et donc, ces web services nous aident à avoir une sécurité totale sur les données que l'on va transmettre et que l'on va recevoir. Monsieur Teinturier. Alors, effectivement, ça me donne l'occasion de rebondir sur le sujet, parce que c'est exactement ça qu'on veut mettre en place, ou qu'il soit mis en place. Ce n'est pas l'État qui va le mettre en place, c'est définir le cadre qui va permettre justement de produire ça à grande échelle. Parce qu'en fait, pour que ça marche, il faut qu'effectivement on ait plusieurs conditions. Un, le langage commun, c'est-à-dire en fait ce qui était indiqué sur, finalement on a décrit, là c'était les messages, mais là l'idée c'est d'écrire toutes les activités et tous les types d'événements qui peuvent arriver sur ces activités pour que tout le monde ait la même référence. Ensuite, il faut qu'on ait un espace, un réseau pour pouvoir échanger. C'est un peu comme sur Internet, vous avez un protocole et un certain nombre d'éléments qui fait que quand vous êtes branché, vous ne posez pas la question de savoir comment ça marche. Vous savez que quand vous appuyez sur un envoi, ça va aller chez le destinataire que vous avez choisi. Et donc là, la question, c'est ce réseau. Et c'est en fait comment chaque entreprise peut se brancher sur ce réseau avec un traducteur entre justement les données qui est là et qui sort en fait de ces outils propres, ERP, TMS, qui permet de les rendre visibles sur ce réseau. Et à lui de définir à qui il souhaite que ce soit visible. Et ensuite, en fait, l'information circule. Et là où ça se complique quand on parle de l'aide de voiture, c'est pour ça qu'on a mis en place un groupe de travail spécifique sur ce sujet. On a considéré que c'était le projet prioritaire pour la mise en place de ce dispositif, de cette orientation sur la digitalisation, parce que ça crée de la valeur pour tout le monde, pour les chargeurs, pour les transporteurs. Et donc, on est au plus en train de préparer, de lever un grand verrou, puisque avec l'IFTI, on va rendre possible, obligatoire, même le contrôle par les services de l'État, justement de ces lettres de voiture. Donc là, l'élément maintenant, c'est en fait de pouvoir rendre ça opératif. Donc on a eu un groupe de travail, on a bien posé les besoins, les freins, les leviers. Les besoins, c'est important parce qu'on s'est rendu compte qu'on parle de l'aide de voiture, on parle de CMR, mais on voit que selon les filières, les besoins sur le terrain, ce n'est pas uniquement le cadre réglementaire. On a besoin d'avoir aussi des informations sur les données commerciales, sur les conditions de livraison ou sur les questions de température. Voilà. Donc ça varie. Donc ce que peut faire GS1 sur un périmètre, ce n'est pas suffisant si on dit non, j'ai aussi besoin d'avoir, parce que je suis Carrefour, d'avoir tel champ de données complémentaire. Si vous savez dès le départ tous les champs de données dont vous avez besoin, vous produisez une lettre de voiture sur cette base-là, elle pourra être lue en fait, par les autres acteurs, parce qu'en fait, la façon d'écrire les activités sont les mêmes. Donc là où on en est aujourd'hui, c'est où on a ce cadre, ce langage qui existe. Il faut considérer que c'est une sorte de squelette et qu'on va compléter progressivement en rentrant dans des domaines spécialisés. Alors, on est en train de voir comment intégrer les matières dangereuses, mais par exemple, on est en train de voir aussi avec les douanes, donc Karine, sur comment en fait, on intègre les processus ou les données spécifiques de douanières. Si vous travaillez demain avec des emballages réutilisables, on dit c'est quoi un emballage? Et en fait, quels sont les éléments qui arrivent dessus? Comment en fait on l'intègre? Donc on a ce langage, on a
une première expérimentation en cours, résultat en cours en mai, début juin, avec, sur le fonctionnement en réseau collaboratif entre des acteurs qui ont des niveaux de maturité extrêmement différents, un chargeur transporteur qui fonctionne en INOVERT, enfin EDI INOVERT, avec un cyclo-logisticien qui fonctionne en Excel, en même temps des acteurs qui sont full API, donc, et tout ça, voir comment ça fonctionne en binôme sur ce réseau. Donc ça, résultat en mai. On a 3 consortiums qui ont candidaté dans le programme France 2030 Logistique 4.0, donc qui sont en cours d'instruction, audition toute la semaine prochaine, et donc avec résultat donc, en début mai. Et donc on a des éléments pour pouvoir ensuite passer à l'échelle. Donc on peut considérer que la conception générale de ce que je décris, elle est déjà posée. Les premiers cas d'usage sur lesquels on travaille, l'aide de voiture, ils ont été décrits avec une proposition de solution cible donc, qui est sur la table. Donc on attend le retour des fédérations. L'interopérabilité, elle fonctionne comment? Le fait qu'on puisse échanger, 2 piliers. Le premier pilier, c'est le portefeuille numérique qui vont faire qu'on va pouvoir sortir des data, d'un dataset d'un acteur qui a un outil A vers un acteur qui a un outil B, parce que en fait, via le portefeuille électronique, qui est un outil qui va être dans le paysage, vous l'avez déjà comme portefeuille citoyen, vous l'aurez pour les activités business. Et l'autre élément, c'est pas le tout de pouvoir échanger d'un point de vue technique, c'est qu'il faut que les datasets, les données que vous sortez de le premier outil, puissent être utilisées par le deuxième. Et ça, c'est le langage commun qui fait que vous pouvez avoir justement une réutilisation, injection de ces données dans l'outil de l'autre acteur. C'est ça qui va permettre d'assurer cette continuité. Donc en fait, on est dans une phase charnière. Vous avez les orientations, elles ont été définies, elles sont publiées. Vous avez les expérimentations en cours, le capacité de passer à l'échelle avec les consortiums. On verra ceux qui passent le cap donc, début mai. Et donc maintenant, voilà, on est en train de préparer le déploiement donc, au niveau français. D'ici le 1er juillet 2027. Hein, alors ça, c'est pour l'IFTI, mais là, c'est un chantier qui va nous prendre quelques années. Et donc, voilà, mais c'est vraiment un moment clé. Et je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui permet des ruptures, qui va permettre toute la logistique de tirer profit de cette digitalisation. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? C'est le moment. Madame, le micro arrive. Il est là. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Je suis responsable transport et douane dans ma société. Mettez bien le micro sur le menton, on ne vous entend pas. Moi, j'ai une question, c'est concernant toute la... En fait, il y a tellement de pays avec des divergences de fonctionnement. L'homogénéité, elle n'y est pas du tout. On n'y est pas. C'est quand on prend les 3/4 des pays où on reçoit, nous, des transporteurs, ils sont encore sur le format papier, on nous l'impose. C'est pas là. Quoi. Donc j'entends, hein, mais je vois pas du tout comment on peut le mettre en place aujourd'hui. Madame Alexandrova, pour distribuer la parole, je vous ai vu réagir. C'est juste. En même temps, il y a le cadre légal qui existe, c'est-à-dire ce règlement EFTI qui entre en vigueur donc l'année prochaine. Il va imposer à l'ensemble des États membres être en capacité et l'obligation de devoir contrôler les lettres de voiture électroniques. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ICMR, c'est-à-dire CMR électronique, existe. Mais encore faut-il que l'État ait validé et signé l'annexe à la Convention de Genève, qui autorise les CMR électroniques, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Belgique. C'est-à-dire, si je fais le transport France-L'Allemagne, avec la lettre de voiture électronique, enfin ICMR, c'est autorisé en Allemagne, c'est autorisé en France, mais si je suis arrêté en Belgique, je suis en illégalité. Donc, avec le règlement EFTI, ce sera possible de traverser la Belgique avec mon document électronique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est avoir l'outil. Et avec le standard mis à disposition des éditeurs, après, c'est à force d'offre et la demande du marché, les éditeurs, c'est comme pour les QR codes, ils vont finalement utiliser le standard parce que c'est plus facile, parce que ce sera à la demande des utilisateurs. Donc, si vous voulez, le mouvement, il est en marche.
Et c'est l'apparition du standard qui va faire en sorte que la demande, elle va se déployer de façon, je dirais, spontanée, naturelle. Mais vous n'avez pas peur que ça fasse un peu comme beaucoup de choses qui se sont mises en place, où on nous a imposé, je pense au fluvial, je pense au rail, où en fait on a fait, ça a fait chou, quoi, ça a fait vraiment Chou blanc. chou blanc, merci. Alors. Parce que en fait ils ont essayé, mais ça n'a, il y avait tellement d'enjeux politiques parce que chacun il va de son, il essaye de défendre son propre intérêt. Tous les pays essayent de défendre leurs propres intérêts. Et en fait, on n'arrive pas à avoir d'uniformité. Et moi, j'ai vu des choses qui devaient se mettre en place. Et ça n'a pas été mis en place parce que ça coûtait cher. Il y avait des pays qui ont mis des freins. Et même si ça a été imposé au niveau de la loi, ça ne passait pas. Ça a été reporté, et puis finalement abandonné. Monsieur Tenturier, il est très, très motivé. Très, très motivé, je vous le confirme. Après, c'est aussi très politique et c'est une motivation de la France, avec son savoir-faire et sa stratégie à l'extérieur. GS1, c'est un organisme international avec ses propres adhérents, qui a fait ses preuves à travers le Codabar. Donc aujourd'hui, et là, parce que je ne suis pas à la DGTM, donc je laisserai François compléter, c'est un peu, la concurrence des deux qui va gagner. Et en tout cas, en tant que transporteur, et on s'est bagarré avec François pour la feuille de route, parce qu'il y a le mot généralisation. Et là, à plusieurs reprises, j'ai dit non, François, en tant que transporteur, je ne peux pas te permettre, on ne va pas signer de dire généralisation parce qu'on peut entendre obligation. Nous, en tant que transporteurs, on soutient la DGTM et on est là pour la standardisation, mais sans que ça soit vraiment imposé avec des sanctions derrière. Monsieur Battini, attendez, je vous laisserai conclure, monsieur Tenturier. Non, moi, je peux juste parler au nom d'Acanea, c'est-à-dire au nom d'un éditeur. En tout cas, notre vision chez Acanea, c'est clairement cette standardisation, on l'appelle de nos voeux, parce que, vous savez, nous, la plus-value de notre logiciel, c'est de faire des TMS, donc d'équiper les transporteurs pour les amener à avoir des gains de productivité et amener des services supplémentaires à leurs clients. Et dans ces services supplémentaires, il y a aussi tout ce qu'on peut amener à côté, et tout l'écosystème, toutes les connexions avec l'écosystème qu'on peut faire. Il y a plein de sociétés sur le salon qui apportent beaucoup de valeur ajoutée à nos clients, et ça serait dommage de ne pas pouvoir se connecter avec elles. Et donc nous, on appelle de nos voeux une standardisation, parce que aller mettre de la roadmap pour aller se connecter à des sociétés, c'est du temps passé qui n'a pas vraiment de valeur. On préfère mettre ce temps-là à aller travailler sur des process, sur nos flux, sur nos produits, et pouvoir avoir une interface qui sera la même pour chacun. Donc c'est vraiment quelque chose que nous, en tout cas chez Acanea, on appelle de nos voeux. La conclusion, monsieur Tenturier. Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas imposer, ça va s'imposer parce que justement on aura fait en sorte que les solutions, les propositions sont nativement plus simples à mettre en place et économiques pour les acteurs. Mais pour ça, on ne va pas décréter que c'est économique. On va dire on va travailler avec les acteurs, ce qu'on a fait sur des exemples, pour dire oui, si on fait ça, si on va dans cette direction-là, est-ce que ça paraît effectivement efficace, pertinent par rapport à la situation dont on parle. Donc c'est organiser les échanges entre les acteurs publics et les acteurs privés pour que le standard ou le cadre, c'est pas que le standard, c'est aussi ce qui va lui permettre de le mettre en œuvre et de pouvoir le mettre en œuvre pour tous. C'est-à-dire en fait avoir aussi dans l'affaire la prise en compte des plus petits acteurs. On a vu les Néerlandais, ils ont un outil hyper puissant, BDI, mais sauf comment ils n'ont pas intégré dès le départ la contrainte ou la difficulté pour les petits acteurs. C'est la même chose quand vous voyez les grands espaces de données européens, notamment sur l'automobile. Si vous n'intégrez pas les contraintes, les enjeux des plus petits acteurs, vous ne pourrez pas basculer. Si les acteurs ne basculent pas, en fait, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Donc, c'est-à-dire que voilà, ça va s'imposer parce qu'on l'aura travaillé ensemble et qu'on aura fait en sorte que ce soit économiquement pertinent, parce que c'est ça qui fait que ça va s'imposer. On aura juste à donner des petits coups de pouce pour que ça se déploie. Voilà. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir assisté à ce dernier débat. Il y a ma liquéfaction après
10 débats animés, 10 débats organisés par Rumeur Publique, qui est au fond là-bas. Vous allez voir, c'est que des noms en A. Thomas, Vivetta, Lucas, ils ne recrutent que des noms en A. N'essayez même pas si vous vous appelez Danhé comme moi. Merci pour tout. Vous pouvez, si vous êtes devenu fan de moi, lire Marianne demain, ma chronique sur le cadmium, reflet de notre façon de manger. On est un peu hors sujet. Quoique, vous savez, tout est lié. Merci à tous pour cette fin de SITL et rendez-vous l'an prochain, porte de Versailles. Listen.